Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va parler du Mozambique. Alors l'article du Point va nous parler de l'installation ou l'instauration des islamistes là-bas. Au Cabo Delgado, les islamistes ont pris leur temps et ont utilisé la ruse. Donc voilà, on va essayer de comprendre dans un très court article comment est-ce que les islamistes ont pu, voilà, se propager, s'installer au Mozambique. Donc, résultat, l'insécurité est plus forte que jamais et la cohésion sociale est brisée. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, où se trouve le Mozambique? Allez, je vous laisse quelques petites minutes pour chercher sur votre ordinateur. Bon, des minutes, ça fait un peu trop long, donc on va dire 3 secondes. Allez, 1, 2, 3. Bon, c'est fini. Donc, le Mozambique, pour faire court, et la forme très longue, et la forme courte de la forme longue qui est la République du Mozambique. Donc c'est un État qui est situé au niveau du continent africain, pour ceux qui ne le savaient pas, au niveau de la côte orientale. Donc il est entouré par l'Afrique du Sud, par l'Estonie, par le Madagascar, par les Comores, par le Zimbabwe, par la Zambie, par le Malawi et par la Tanzanie. Donc la fête nationale est le 25 juin. On célèbre donc l'indépendance par rapport au Portugal. Son hymne national s'appelle Pátria Amada, donc patrie chérie. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? L'État organisé sous forme de république présidentielle, sous régime de parti dominant. Et donc la population totale s'estime en 2018 à 27 millions d'habitants. Voilà. Avec une densité de 34 habitants par kilomètre carré. Donc on a quelques éléments géopolitiques. On va pouvoir continuer notre article. Donc, alors que Total Energy vient d'annoncer que la réouverture du chantier gazier d'Al-Fungi ne se ferait pas avant 2023, pour cause de sécurité apparemment, les opérations militaires s'accélèrent vers Macomia plutôt, et Nangade, région des derniers bastions d'Al-Shabaab. Pendant ce temps, la crise humanitaire s'amplifie, les fonds du WFP ne peuvent plus subvenir aux besoins alimentaires des déplacés, l'inflation est en train d'exploser, autant d'éléments d'une urgence qui n'a pas été traitée sérieusement il y a bien des années et qui ne cesse de s'aggraver. Avant de commencer son histoire, Leonardo a besoin de s'asseoir sous le porche de sa cahute. Le quinquagénaire vient de la consolider avec du bois, alors qu'il est allé couper lui-même à quelques centaines de mètres de l'immense camp du 25 de Juno. Aujourd'hui, tout ce qu'il possède tient dans cette cabane dans laquelle il peut à peine s'allonger et qui prend l'eau de part en part. On était déjà pauvres, mais là c'est la grande misère. On ne reçoit plus que la moitié de l'alimentation qu'on distribuait il y a un an, dit-il plaintivement. C'est aussi le sort des 125 000 déplacés installés ici à Métuge, qui vivent tous dans des conditions précaires, dépendant entièrement des aides humanitaires. Mais ça va pour moi, il y en a plein ici qui dorment encore par terre et sans toit. Le cauchemar de Cabo Delgado par le menu. Cherchant dans sa mémoire douloureuse, son regard commence à bouger. Je me souviens du bruit des machettes qui découpaient les enfants, prononce-t-il, l'air perdu. Je suis tombé dans une embuscade en pleine nuit quand je rentrais chez moi à Muidumbe, poursuit-il. Les Shebabs m'ont attaché les mains dans le dos. Je n'étais pas seul. Ils avaient attrapé une dizaine de nos enfants. Heureusement pour moi, ils pensaient que j'étais avec eux. Et ils leur posaient des questions du type « Que penses-tu du gouvernement ? Pourquoi tu n'irais pas à l'école, chez nous ? Est-ce que tu veux nous rejoindre pour combattre ?» Et ceux qui répondaient mal, ou qui ne répondaient pas du tout, se faisaient tuer un peu plus loin, sur la route. Il y a eu des dizaines de morts ce jour-là. Plusieurs déplacés s'approchèrent et écoutèrent son témoignage dans un silence qui en dit long. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à dénouer la corde facilement. Quand mon ravisseur a compris, il a crié en swahili « Je vais te tuer », mais je me suis enfui en courant vers le bûche. Sur la route, j'ai enjambé plusieurs cadavres, je ne pensais qu'à ma vie, j'entendais derrière moi qu'on me suivait, mais ils ne m'ont jamais rattrapé. Les yeux embués articulent difficilement, vous vous rendez compte, ces types n'ont que 20, jusqu'à 25 ans,
musclés comme ceux qu'on voit dans les journaux sportifs. Certains, on les connaît, c'était nos voisins, et d'un coup, ils nous tuent. Quasiment tous les gens ont vu une partie de leur famille se faire assassiner, d'autres n'ont aucune nouvelle depuis des mois. Le massacre du village à Mouatid, à Mouidoumbe, a eu lieu le 7 novembre 2020. 50 jeunes ont été emmenés dans un stade pour être décapités. Une barbarie qui a fait réagir à l'international jusqu'à Emmanuel Macron qui a écrit scandalisé un tweet en portugais. Ce drame n'est pas un acte isolé. Depuis 2017, les attaques sont multipliées partout dans la région, poussant plus de 800 000 déplacés à s'installer dans les différents camps. On compte désormais plus de 3 000 morts et des centaines de kidnappings. Les crimes sont régulièrement suivis d'une communication sordide que l'on a déjà vu sur d'autres territoires comme Syrie, Irak et Nigeria. Donc le Cabo Delgado est paradoxalement l'un des anciens lieux privilégiés de villégiature pour les Mozambicains fortunés, haut lieu touristique situé à l'extrême nord-est du pays, à plus de 1600 km de Maputo. Frontalière de la Tanzanie, la province abritait le plus beau parc d'hôtels du pays, et sa qualité de vie est extrêmement recherchée. Pemba, la capitale du Cabo, était une plaque tournante de nombreux commerces allant jusqu'à l'Inde. La gentillesse des locaux, musulmans, Mawani et Makua étaient répétés dans toute la région. Qu'en toute attente, les islamistes radicaux sont apparus, transformant ce petit paradis en enfer. Les premiers signes datent pourtant de la fin des années 80, à Nangade, une ville proche de la frontière tanzanienne, connue pour son commerce de noix de cajou, à l'ISCR, Centre international des études sur la radicalisation, a pu retrouver les traces de cette petite secte qui essayait d'imposer ses méthodes. En parallèle, de nombreux prêcheurs étrangers, tanzaniens, kenyans, mais aussi saoudiens ou qataris, sont installés dans les années qui ont suivi dans toute la région. Et de nombreux voyages ont été organisés pour les études religieuses de dizaines de jeunes en Somalie, Égypte, Soudan, en Ouganda. Ansar Sunna ou Ahlus Sunna wa Jama'a n'a pas officiellement qu'en 98, une date également connue dans l'histoire du djihad international pour les attentats de Nairobi et de Dar es Salaam par Al-Qaïda. Dès lors, cette nouvelle branche islamiste fait parler d'elle localement, car elle rejette radicalement l'autorité de l'État. Ce groupe s'impose en 2007 et définitivement, et la première ville où son influence se fait ressentir est Balama alors qu'il venait de passer plusieurs années en Tanzanie. Swaleh Rafail fait émerger une approche alternative extrémiste de l'islam, rejetant plusieurs pratiques fondamentales des communautés. Il entraîne des tensions avec le Silamo, Conseil islamique du Mozambique, qui tente d'en informer le gouvernement. Un autre mouvement radical émerge dans l'esprit du Chouir en 2010 sous la direction d'Abdul Karimo. Cette branche est soupçonnée d'avoir eu une influence importante à Mosiba d'Aprey dès 2014, comme Raphaël Karimo a dirigé sa secte depuis sa propriété personnelle avant de réussir à établir sa propre mosquée. Les deux sheikhs proposent un islam rigoriste inspiré par le Kenyan Abu Drogo. Les thèses de ce dernier, bien qu'assassiné en 2012, se propagent en Swahili dans le nord et semblent avoir eu un impact majeur sur le leadership des insurgés. D'après les sources locales, qui ont vu l'arrivée des radicaux, le gouvernement de Maputo ne prenait pas le problème très au sérieux. Pour les autorités, il ne s'agissait que de quelques dizaines d'agités, la charia n'appelait pas à s'appliquer comme ça dans une telle zone. De fait, le Cabo Delgado est depuis longtemps durement contrôlé, d'autant que la production de nombreuses ressources va bon train. C'est par exemple la deuxième terre de rubis du monde après la Birmanie. Découvert en quantité en 2008-2009, il représente aujourd'hui la moitié des carats mondiaux, un marché juteux dont pouvaient profiter les exploitants locaux, les commerçants frontaliers sud-africains et tanzaniens, ainsi que les marchands indo-pakistanais, thaïlandais, sri-lankais, de même que de nombreux marchés opaques comme ceux du trafic de bois précieux et de l'héroïne. À l'époque, les bénéfices se comptaient en millions de dollars, mais il faut comprendre que la très grande majorité de la population très pauvre n'en profitait évidemment pas. Le sentiment d'injustice n'a cessé d'augmenter, de même que l'installation de Total et de ses partenaires comme ExxonMobil ou Eni sur l'un de ses plus gros chantiers gaziers du monde, Afungi promettant au Mozambique de devenir l'un des pays les plus riches d'Afrique, a laissé de nombreux locaux sur le carreau, notamment des communautés de pêcheurs qui ont été déplacés sur des aires de construction et de forage, du pain béni pour les radicaux qui n'ont cessé d'utiliser ce terrain d'iniquité. Les musulmans Maoni, proches de l'opposition Renamo, vivaient déjà un ressenti lointain du manque de développement économique régional et une concurrence vis-à-vis des chrétiens Makonde, qui détiennent le pouvoir avec le Frélimo.
Les méthodes militaires et policières sont également questionnées. Les populations du Cabo Delgado subissent depuis longtemps de graves violences et des rackets de la part de ceux qui sont censés maintenir l'ordre. Eduardo, réfugié à Quintunda, explique: Mon oncle qui venait d'acheter une mobilette a disparu du jour au lendemain. Quelques jours plus tard, on a pu voir un militaire la conduire. C'était tous les jours comme ça. Pour s'installer, donc les islamistes ont rusé. Mais véritablement, tous ces facteurs, donc reliés entre eux, ne font que, entre 2014 et 2016, le groupe Es-Sunni arrive à s'installer à Mosiba de Praia, une ville portuaire, d'après une source locale. Une stratégie de terrain complémentaire s'est mise en place pour trier une population encore circonspecte. Les islamistes ont d'abord convaincu nombre de jeunes femmes de se marier avec eux, donc très souvent après les avoir mises enceintes. Dès lors, les parents devaient choisir entre accepter le mariage, validant leur expansion, ou le refuser, risquant par là même de devenir infréquentables, haram, et de ne plus voir leur fille. En plus de cela, ils ont mis en place un commerce de poissons séchés provenant dans la région de Palma, une activité qui a grandi avec le temps et qui a rassuré pas mal de locaux, avançant cette nouvelle recette sans oublier les retombées économiques. Un soir d'octobre 2017, une dizaine de sacs de poissons séchés sont partis de nombreuses habitations, jusque dans le bûche environnant. Jusque-là, rien d'anormal, une grande fête semblait se préparer, puisque les El Sunni avaient invité des frères venus de Nangade, Palma, Monterrez et Muidumbe. Le lendemain, avant l'aube, les habitants sont réveillés par coups de nombreux feux, lourdement armés. Les insurgés sont en train de défoncer la banque principale de la ville. Tout le monde est pris par surprise. Les fusils étaient en réalité cachés dans les grands poissons, et personne n'a rien vu venir. La police ne pouvait pas intervenir, les dizaines de jeunes semblaient vouloir en découdre, la banque est pillée, la rançon est majeure, il n'y a pas encore de mort, ma population est sous le choc. Dans les jours qui suivèrent, les policiers arrivaient de Macomia et Mueda pour protéger la ville, des arrestations ont lieu dans les bûches, et la réaction d'extrémistes est alors brutale. N'attendant que cette occasion, une trentaine d'insurgés attaquent plusieurs fois la ville, décimant les forces de l'ordre. Le conflit a officiellement démarré. S'étant militarisés, les Al-Sunni deviennent génériquement le groupe Al-Shabab, alias les jeunes. 6 mois plus tard, les djihadistes attaquèrent en plein jour, plusieurs habitants sont abattus. En août 2020, ils occupèrent entièrement la ville et autres localités sont attaquées. La question reste posée sur la provenance des armes. Les soupçons à l'aide de complicité locale, certains notables et grands trafiquants ne voyant pas d'un bon œil l'arrivée des compagnies gazières sur leur territoire jusqu'à des pays très éloignés. Alors que beaucoup de jeunes partis en formation RDC étaient déjà revenus radicalisés, les analystes confirment que l'influence étrangère était déjà majeure. D'après Florent Gilles de Pro-Médiation, sous l'influence de Jafra al-Alawite, de nationalité syrienne ou égyptienne, il semble que le nouveau groupe africain ait eu des liens privés avec le groupe islamiste pro-État islamique Ansar al-Sharia, dans le Sinaï égyptien. Fin 2016, le groupe djihadiste a manifesté sa demande d'allégeance à l'État islamique dans une lettre adressée à Abou Bakr al-Baghdadi, émir d'Isis à cette époque. Explique donc l'homme de terrain, dont le travail consiste à construire un lien entre les insurgés et le gouvernement de nombreux pays. Provenant d'informations internes à l'EI, cette lettre d'allégeance a été acheminée dans des côtes africaines jusqu'à Raqqa en Syrie par un jeune Kenyan, Walid Ahmed Zaini, alias Oustez, puis remise à Abu Ibrahim al-Quraishi, qui était à l'époque numéro 3 du groupe et assurait la fonction des ministres des Affaires étrangères. Walid Ahmed Zaini est un élément important de la nébuleuse d'État islamique en Afrique centrale. C'est lui qui aurait réussi à fédérer le groupe congolais des ADF, dirigé par Moussa Baloukou, et un second groupe congolais dirigé par Abou Yassir al-Hassan. La coalition de cet ensemble de groupes armés, de milices locales, de groupes de braconniers, de bandits, de grands chemins et de groupes de trafiquants d'ivoire s'étendait depuis la Tanzanie jusqu'à l'Ouganda et au Kenya. Donc à partir de financements crapuleux, ils effectuent une réelle montée en puissance. Donc selon les mêmes sources, le financement général du groupe s'alimenterait des attaques contre les casernes militaires et les villages chrétiens, mais aussi des ventes d'armes et de la zakat. Chaque commerçant est obligé de verser 10% de ses recettes mensuelles, sous peine d'être puni par les tribunaux islamiques. La sécurisation des convois de trafiquants de bois, probablement chinois et vietnamiens, serait également assurée. Des informations récemment confirmées dans une étude commandée par le gouvernement mozambicain ajoutent à cela un trafic de pierres précieuses et des trafics humains. Rosa du camp de Netel confirme que les Chebab enlèvent des jeunes femmes qui deviennent des esclaves sexuels. Certaines sont revendues à d'autres groupes au nord. Quant aux vieilles, ils les tuent. Pour eux, elles ne rapportent plus rien. Donc en 2019,
Le groupe prête officiellement allégeance à l'État islamique. L'agence Amaq officialise le groupe et le présente comme appartenant à la province d'Afrique centrale ICSAP. Puis ces derniers sont revendiqués plus d'une cinquantaine d'attaques au Cabo Delgado. Toujours selon les recherches de promédiation, les bases ont été installées, notamment des réserves protégées à la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique, qui est une zone refuge pour le groupe. Cet endroit perdu dans les forêts accueille également un centre de formation et d'aguerrissement des combattants issus de cette mouvance. De même, plusieurs unités actuellement actives au Mozambique ont été entraînées par des formateurs provenant de la région Sahel. Sans le porte-parole du groupe EIGS et ISCAP, compterait aujourd'hui d'autres Katiba en Afrique centrale, donc Katiba. Sont des divisions, des groupes en Afrique centrale et au Mozambique, dans des sections des sections. Et au Mozambique, tout dirigé par des locaux et des Arabes. De jeunes Saoudiens sont signalés dans le leadership du groupe, ainsi que des formateurs sahéliens, partis aider leurs frères au djihad. Donc, les acteurs humanitaires restent vigilants, redoutant un changement, une forme d'attaque à la suite de cette intervention. Donc, de la part de l'armée du Rwanda, la coalition de plusieurs pays africains qui est intervenue dans le Cabo Delgado en été 2021 et qui a réussi à reprendre le Mocíboa de Praia dès le mois d'août, qui est intervenu et qui maintient la sécurité depuis. Donc les opérations se déroulent aujourd'hui au sud pour libérer le Pamba Palma, la même qu'aimeraient emprunter les grands opérateurs gaziers qui ont besoin de ports et des aéroports dans toute la côte, car avec la guerre en Ukraine, la récupération du Cabo Delgado semble devenir une priorité pour l'Europe privée du gaz russe. À Macomia, les combats ont démarré mi-avril avec des soldats déjà tués, car en face, malgré les défaites et le retrait de certains groupes, une véritable guerre asymétrique s'est déclenchée digne d'une guérilla très organisée. Les acteurs humanitaires restent vigilants, redoutant un changement de forme des attaques à la suite de cette intervention et de son accélération récente. De plus, la situation sociale, élément essentiel du mouvement du djihadisme, s'est dégradée. Les Français ont d'ailleurs été avertis pendant l'entre-deux tours de la présidentielle d'une menace directe venue de Nangadé qui pesait sur eux pour la première fois. Voilà, maintenant vous avez compris le lien avec la France. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, bravo à vous. Je vous invite à la revisionner, plutôt la réécouter, parce qu'il n'y a rien à voir en soi, plusieurs fois pour comprendre tous les éléments et les tenants aboutissants de toute cette affaire, parce que, comme je vous ai dit, ce qui se passe au Mozambique, ce qui peut se passer en Tanzanie, a un lien direct avec ce qui peut se passer en France. Rien n'est séparé. En fait, les choses ne sont séparées que géographiquement parlant. Mais tout le reste est intrinsèquement mêlés et intrinsèquement liés, d'une manière ou d'une autre. Voilà, comme vous comprenez, on vit dans un monde où tout est interconnecté, les besoins en énergie, les besoins de nourriture, voilà, les besoins humanitaires, donc les besoins de main d'œuvre, etc. Donc on peut pas se permettre juste de se contenter de voir ce qui se passe autour de nous. Il faut aussi avoir l'œil sur ce qui se passe de l'autre côté de la mer et des océans. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.